Bonjour à vous tous. Alors, merci de m'accueillir au sein de votre association. Alors, je vais commencer, donc je vais vous présenter ce sujet qui est important, donc qui rejoint un peu la présentation précédente, puisqu'on reste bien sûr dans l'informatique. Et là, en fait, l'intelligence artificielle, elle, c'est sûr, elle a besoin d'une chose, elle a besoin d'Internet, elle a besoin du cloud. Donc, il a un petit peu entamé mon sujet, mais on va quand même poser cette question, et vous allez voir de manière objective. Je vais essayer de vous donner tous les éléments. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse définitive, mais vous allez voir que la réponse est assez évidente, mais il faut avoir tous les éléments. Alors moi, donc, je suis dans le web depuis plus de 20 ans, et dans le domaine de la santé depuis une dizaine d'années, depuis presque 10 ans. Alors, comment on va aborder? On va commencer par définir ce que c'est que le cloud. Ensuite, on va voir ce que le cloud, c'est le nuage, on va voir concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans. Ensuite, on verra ses avantages et inconvénients. Évidemment, la chose importante qui va suivre, c'est ce partage d'informations, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir partager. Le DM, on en parlera, c'est le dossier médical à gérer, en fait, le dossier électronique médical. Et ensuite, on fera le point, en fait, pour savoir jusqu'à aujourd'hui ce que le cloud a apporté, en fait, au domaine de la santé. Notamment. Alors, le premier point, qu'est-ce que c'est que le cloud? Donc, si on prend la définition qu'on trouve sur Wikipédia, c'est tout simplement, donc le terme exact, ça serait cloud computing. En fait, c'est l'informatique en nuage. Mais il domine tellement les autres nuages, en fait, que le nuage informatique, on l'appelle juste cloud. D'accord? Et il y a d'autres nuages, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est? Bon, si on lit la définition, c'est quoi? Le cloud computing est la pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance et hébergés sur Internet pour stocker, gérer et traiter les données plutôt qu'un serveur local ou un ordinateur personnel. Bon, en gros, c'est quoi? C'est ça, regardez. Vous avez vos appareils en dessous. Donc vous reconnaissez votre ordinateur, la tablette, le smartphone, même les stations de jeu et d'autres appareils un peu plus complexes. Ils sont tous reliés à cette espèce de nuage et ils arrivent à communiquer entre eux et à échanger de l'information. D'accord? Donc jusque-là, ça reste encore un petit peu flou, ce terme cloud. Maintenant, on va voir justement qu'est-ce qu'il y a derrière ce nuage. Donc ce nuage est composé en fait de deux éléments très importants. Le premier, c'est celui qu'on va voir en fait. On va partir d'un élément que vous connaissez, la donnée, les données. C'est quoi dans ce schéma que vous allez voir? Les données, c'est soit par exemple un compte rendu que vous avez, une image de CT, d'angio. Ça peut être une vidéo de chirurgie. D'accord? Donc ce petit point rouge là, c'est simplement de l'information dans texte, image ou vidéo. Ensuite, elle est stockée dans ce que vous connaissez aussi, un disque dur. D'accord? Donc ça, c'est dans tous les autres. Et ce disque dur, dans le cloud, en fait, généralement, ils sont sur, c'est pas des machines simples comme celles que vous avez à la maison, ce sont des serveurs. Ces serveurs eux-mêmes sont contenus dans ce qu'on appelle un data center ou centre de données. Alors, vous entendez de plus en plus ce terme, en fait, centre de données. C'est un endroit qui ressemble à ça. Vous voyez, ça fait un peu peur. Donc le data center, vous voyez là où il y a la technicienne qui est en train d'intervenir, toutes ces lumières que vous voyez, toutes ces rangées, en fait c'est très très simple. Hein. C'est simplement, chaque rangée, c'est simplement un serveur. Donc vous avez des serveurs, vous voyez les uns au-dessus des autres, c'est ce qu'on appelle des baies, et là après vous avez toute une allée de serveurs. Mais à l'intérieur, c'est le même principe. Ils ont tous des disques durs, ils ont tous des données, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, la personne est en train d'intervenir peut-être pour rajouter un disque dur ou autre chose. Alors, et ces data centers, donc il peut y avoir plusieurs data centers, et tout cela en fait appartient à ce qu'on appelle des hébergeurs. Donc ce sont des entreprises en fait, vous allez voir, je pense que vous les connaissez, certaines, regardez les plus grands hébergeurs quasiment du monde. Le premier tout en haut, AWS, c'est celui de Amazon, celui de Jeff Bezos en fait. Et GoDaddy, bon, surtout connu aux États-Unis, Google Cloud, Alibaba en Chine, ou OVH, celui c'est le premier européen. Donc ceux-là détiennent ces entreprises-là,
y en a encore plein d'autres, détiennent en fait plein de data centers à l'échelle mondiale. D'accord? Et ces data centers, voilà, contiennent cette information. Donc tout ce qu'on a vu là, tout ce qui est en haut, c'est ce que l'on appelle le contenu du cloud. Ça veut dire en fait, ce sont eux qui contiennent l'information, d'accord, qui est sur le cloud. Il y a encore d'autres hébergeurs que je n'ai pas mentionnés, mais que vous connaissez très bien. Eux ont leur propre data center, c'est par exemple Facebook, YouTube, Apple, etc. Donc ça, ce sont des entreprises gigantesques sur le web, donc elles ont leur propre data center. D'accord? Elles peuvent en avoir aussi plusieurs. En dessous, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est le premier point, c'est le contenu. Maintenant, toutes ces informations, pour qu'elles arrivent jusqu'à vous, il va falloir en fait transporter cette information. Donc là, regardez, je vous ai mis une carte, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, là où passe entre 80 et 90% de l'information dans le monde. C'est quoi? Ce sont en fait simplement des câbles sous-marins. Donc 80 et 90% de votre information en fait, vous échangez sur Internet, vos mails, les vidéos, etc., elles passent dans ces câbles-là. D'accord? Donc ils sont la propriété d'ailleurs d'entreprises, certaines privées, etc. Par exemple, pour que vous sachiez, c'est beaucoup d'entreprises télécoms nationales qui tirent ces câbles, mais il y a aussi par exemple Facebook qui a tiré un câble entre les États-Unis et l'Europe. Ils ont les moyens, sur des milliers de kilomètres, de tirer des câbles de fibre optique. Donc la fibre optique, ça ressemble à ça. Bon, en tant qu'ophtalmo, c'est comme la fibre que vous avez, vous aussi, je crois, c'est 1 million, 2 millions de fibres qui est à l'intérieur. C'est le même principe quand on transporte de l'information. Voilà. Et ces points de connexion, tous les points de connexion que vous voyez, en fait, eux aussi, c'est des data centers, mais sauf qu'ils n'ont pas les données, cette fois-ci, de vos échanges de mails, etc. Ils ont simplement, en fait, les échanges, c'est les coordonnées des autres où ils envoient l'information. Alors après, vous allez avoir un câble que vous ne voyez pas, mais celui-là, il arrive chez vous. Donc par exemple, vous prenez, ici, on est à Albion, Actel à Albion, c'est la centrale téléphonique, là où il y a la centrale téléphonique, de la centrale téléphonique jusqu'à chez vous, c'est ces câbles-là. C'est ça la DSL. C'est des câbles en cuivre, en fait. Et vous entendez parler, vous voyez des travaux partout, des bouchons, etc. Des fois, ce qu'ils sont en train de creuser, ils sont en train de remplacer les câbles en cuivre par de la fibre optique. D'accord? Le dernier élément qui est aussi très important et qui arrive bientôt, c'est l'Internet par satellite. Là, vous avez en fait l'homme le plus riche du monde qui a investi dans une entreprise qui s'appelle Satlinker et il a déjà presque fini. Il envoie au total 4000 satellites dans l'espace pour faire une constellation de satellites autour de la Terre pour fournir l'Internet aux citoyens directement. D'accord? Pas aux États. Donc là, c'est encore, en termes de volume, il ne représente pas grand-chose, mais comme il commence à avoir des tarifs très intéressants, etc. Donc, par exemple, ici en Algérie, lui, il va pouvoir concurrencer Algérie Télécom. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a 3400 satellites déjà lancés. Hein. C'est des petits satellites autour de la Terre. Et au total, ils vont en mettre 4000. Jeff Bezos, le deuxième homme le plus riche, Amazon, lui aussi, il a sa propre constellation qu'il est en train de faire. Voilà, donc, en dessous, vous avez les acteurs, en fait, qui permettent de transporter l'information, et au-dessus, ceux qui la stockent et qui s'occupent de vos données. Voilà, je pense que là, le nuage, c'est un petit peu éclairci. Même si, voilà, on n'est pas rentré dans les détails, mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui vient après? Une fois qu'on voit un petit peu ce nuage, qu'est-ce qui pose comme problème, en fait, et comme avantage? Donc le premier problème, là vous le connaissez tous, c'est la dépendance à Internet. Donc ça, quand on fonctionne sur le cloud, il faut avoir une bonne connexion Internet. Donc il faut savoir que l'Internet, moi, quand je me suis installé ici il y a 10 ans à peu près, on me disait oui, il n'y a pas d'avenir pour l'Internet en Algérie. Les gens n'avaient pas compris que l'Internet allait devenir comme l'eau et l'électricité. Là, maintenant, c'est presque évident. Il y en a encore qui doutent. Mais c'est quelque chose, en fait, on ne peut plus s'en passer. Ce qui est l'eau et l'électricité. C'est devenu aussi important. Ensuite, la deuxième chose qui vient donc, dans les inconvénients ou les risques, en fait, ça va être la confidentialité des données. Parce que là, je vous ai montré les acteurs. Il y a beaucoup d'étrangers, par rapport à ici. On n'a pas de grands acteurs, d'ailleurs, en Algérie, on n'a pas de grands hébergeurs. Ça, c'est un autre problème. Mais justement, quand on confie
ces données à quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas en plus sur le territoire national, en fait, c'est une histoire de confiance. Et voilà, il y a cette problématique-là. Ensuite, le troisième problème, généralement, qu'on pose, c'est que quand il y a un travail dans le cloud, il faut payer. Il faut payer, comment, mensuellement ou annuellement, le stockage de ces données, quelles qu'elles soient. D'accord ? Alors, quand vous êtes sur le cloud, vous avez par exemple Google Maps que vous utilisez pour le GPS, c'est gratuit, mais en fait, vous êtes en train de payer, vous ne savez pas comment. Voilà. C'est jamais gratuit totalement, même si vous n'avez pas de facture, mais en fait, ils vous vendent. Ça, c'est un autre débat. C'est pour vous dire en fait que c'est payant. Alors maintenant, les avantages. Ben, le premier, en fait, on se dit tout de suite, tiens, on doit payer chaque mois, chaque année, des abonnements, donc forcément, ça doit être beaucoup plus cher, etc. Travailler à l'ancienne avec son petit ordinateur, ça doit être beaucoup moins coûteux. Ben, vous verrez, on va en parler après. Certaines études, en fait, montrent que ça coûte beaucoup moins cher, en fait, de travailler avec le cloud que de travailler à l'ancienne méthode. On va en parler après. Ensuite, évidemment, l'avantage le plus important après, ça va être le fait qu'on puisse accéder aux données à distance. C'est ça le premier avantage qu'on voit. Très haute disponibilité du service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous travaillez sur le cloud, derrière, vous avez des professionnels. D'accord ? Des professionnels du data. D'accord ? Donc, généralement, ils ont les acteurs, là, les hébergeurs que je vous ai montrés, ils ont des milliers d'ingénieurs qui travaillent dans leur data center, etc. Et ce sont des professionnels. Donc, ce qui fait que vous avez quasiment aucun risque de perdre vos données. Moi, ça fait près de 20 ans que je travaille avec des solutions cloud. J'ai jamais perdu une donnée avec les hébergeurs. Il peut y avoir des coupures, ce genre de choses, mais la perte de données, ils sont tellement à un haut niveau qu'il n'y a pas, tout est répliqué plusieurs fois, etc. Ensuite, l'avantage en fait avec les solutions cloud, ça va être quoi? Ça va être, imaginez, vous êtes patron de clinique par exemple, et que vous voulez étendre votre clinique, agrandir votre clinique. Si vous avez une informatique uniquement en local, il va falloir faire des calculs, des investissements, etc. Alors qu'avec le cloud, généralement les hébergeurs sont tellement gigantesques, pour eux, faire une extension de clinique, c'est rien du tout. C'est-à-dire en termes d'infrastructure, de logistique et tout, je vous parle, on peut faire ça en quelques heures. D'accord, sur le plan informatique, sans que vous ayez à faire vraiment d'efforts. D'accord ? Donc, ça va être ça, c'est le côté évolutif. Et bien sûr, là, ça rejoint un peu la présentation précédente. Le cloud, ce qui va être intéressant, c'est pas juste d'accéder aux données, c'est surtout de pouvoir aussi les partager. Voilà. Maintenant, justement, qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce qui est généralement partagé dans le domaine de la santé? Parce que là, on arrive sur votre sujet. Les données du patient. Donc, les opérations, les antécédents, les hospitalisations, l'allergie, les allergies, maladies chroniques, traitements en cours, résultats d'examen, etc. Qu'est-ce que c'est que tout ça, en fait? C'est le dossier médical. Pour vous, en fait, les professionnels de la santé, ce qui va être important, c'est de partager carrément le dossier médical. Alors, des expériences dans le monde par rapport au partage du dossier médical. Donc l'un des premiers, c'est les Belges en 99, avec le dossier médical global. Ils ont appelé ça comme ça. Ensuite, les Suisses, dossier patient informatisé. Vous voyez, il n'y a que le nom qui change, mais le principe c'est le même, c'est de partager le dossier médical. Electronic Health Records aux USA en 2003. Eux, on avait déjà commencé en 90, ça n'avait pas trop marché, mais ils l'ont vraiment commencé en 2003. En France, le dossier médical partagé. Et en Algérie, donc le dossier électronique médical lancé officiellement en 2013. Donc vous voyez, là j'ai mis juste quelques pays à des dates différentes, c'est pas forcément les plus avancés, les moins avancés, c'est juste pour voir en fait que ça devient, les États en fait s'en rendent compte que ça devient une chose très importante. Alors, donc, le dossier électronique médical justement, en attendant qu'il soit bien développé en Algérie, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, au lieu de travailler avec une solution locale ou sur votre site, vous avez votre ordinateur, vos données, donc vous soyez une clinique, un cabinet, etc., vous avez vos données, soit elles sont dans votre ordinateur, ou sinon dans un serveur dans votre clinique. D'accord?
Donc ça, c'est le principe classique. Là, il y a des solutions, aujourd'hui, où vous pouvez en fait avoir toujours votre site, et là, vous voyez, il y a deux nouveaux appareils qui arrivent en même temps que les ordinateurs classiques, ça va être la tablette et le smartphone. Et le petit nuage juste à côté, grâce à ça, on va pouvoir en fait avoir les données médicales, donc les données du patient, qui vont être chez l'hébergeur. Donc du coup, en faisant ça, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous externalisez l'informatique primordiale, d'accord, qui est la plus importante en fait, le dossier médical. Et en externalisant en fait cette informatique-là, vous externalisez avec les problèmes. Et du coup, sur le site, vous n'avez pas besoin d'une technicité, vous n'avez pas besoin d'un informaticien, d'un ingénieur et tout, quelle que soit la complexité en fait de votre site. Parce que toute la difficulté vraiment informatique, elle sera uniquement chez l'hébergeur et celui qui nous fournit la solution cloud. Donc du coup, par rapport au coût, on parlait du coût tout à l'heure, si vous deviez avoir un serveur, etc., dans une clinique ou dans un CHU, ça coûte plus cher parce qu'il va falloir avoir des informaticiens sur place pour vous assurer en fait toute cette informatique pour qu'elle soit pérenne. Tandis que là, vous avez vraiment des professionnels de la data et après des professionnels du logiciel de la solution. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a apporté en fait le cloud jusqu'à aujourd'hui? La première chose qu'on voit, qu'on a vu surtout alors pendant la pandémie, la prise de rendez-vous. Au journal de 20h partout, on parlait par exemple en France de Doctolib. Avant, on n'entendait pas trop parler. Et maintenant, c'est devenu normal en fait. Donc ça, c'est le cloud. Doctolib. Donc la prise de rendez-vous par Internet. Ce qui est plus courant encore, les examens biologiques à télécharger sur les serveurs de résultats. Vous n'allez plus dans les labos pour aller récupérer les données. C'est envoyé même directement au médecin. Pareil pour l'imagerie médicale, les radiologues, etc. C'est quelque chose, c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui sont acquises dans certains pays. Le partage du dossier médical, dont on parlait tout à l'heure. Et autre chose, une grosse révolution qui arrive tout doucement, discrète, mais qui va être presque aussi importante qu'Internet elle-même, c'est l'Internet des objets, Internet of Things. C'est quoi? Tout simplement, vous voyez par exemple pour les diabétiques, maintenant, la pompe à insuline qui existe depuis maintenant presque une vingtaine d'années, maintenant elle se connecte, cette pompe à insuline avec le smartphone, ça envoie toutes les infos, donc ça prend votre glycémie toutes les heures par exemple, vous pouvez régler la fréquence, et en plus l'hémoglobine glyquée, donc vous l'avez sur les 3 mois, à tout moment en fait, c'est des réglages à faire, et le médecin peut être informé. En dessous, j'ai mis d'autres appareils, par exemple en cardiologie. Déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'appareils qui se connectent. Et il faut vous dire que dans les 10 ans à venir, c'est l'explosion. Là-dessus, il va y avoir tous les appareils, alors, surtout dans le domaine de la santé, on peut plus s'en passer. Ça va être tellement efficace que ça devient inéluctable, en fait. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Le collègue précédent, en fait, on en avait parlé, la téléconsultation. Donc ça, en même temps que la prise de rendez-vous pendant la pandémie, la téléconsultation, ça a explosé. La téléophtalmologie, là j'avais un exemple, là c'était en France, pendant un an, vous voyez l'article il date du 13 juillet 2022, ça faisait un an, avec l'assurance maladie, avec la caisse d'assurance maladie en France, en fait vous avez un orthoptiste ou bien un optométriste qui prenait la réfraction, le fond d'œil, etc., le tonus oculaire, surtout dans les déserts médicaux, on ne peut pas avoir d'ophtalmo. En fait, il va prendre toutes ces informations, et après, le patient, vous voyez, il se met devant, et l'ophtalmo, il a déjà tous les examens qui ont été faits. S'il peut prendre la décision, tant mieux, il fait le traitement, ou il prescrit ce qu'il a prescrit, ou sinon, s'il doit le voir absolument, le patient pourra se déplacer. Mais là, pour répondre aux besoins de le docteur Montrani juste avant, qui disait en fait, dans le Grand Sud et dans les hauts plateaux, la téléophtalmologie, ça devient presque urgent. Il y a trop d'endroits en fait qui sont, il n'y a pas assez d'ophtalmo. Alors, voilà. Donc, en conclusion, le cloud, permet de quoi? De mieux soigner. Là, je vous donne un exemple concret, mieux soigner
Imaginez qu'on est à une époque où ça y est, dans 5 ans, 10 ans, le dossier médical partagé, répandu, etc. Il y a un patient qui arrive aux urgences, il a eu un malaise, on ne peut pas lui parler, on ne sait rien sur lui, et ben vous ouvrez, on prend ses papiers, vous n'avez même pas besoin de lui poser de questions, vous avez toute la liste qu'on a mis tout à l'heure, les antécédents, les allergies, etc. Est-ce qu'on peut lui donner de la pénicilline ou pas? On ne sait pas s'il est pas conscient. Et là, vous avez l'information directement sur place. Donc, mieux soigner, ça, c'est une évidence. Donc, du coup, voilà, fluidifier, par exemple, le service des urgences, parce qu'à tout moment, les gens, il y a l'interrogatoire, en fait, il va être assez rapide, si on peut le faire. Et après, en fait, même sauver des vies, puisqu'on disait la pénicilline, enfin, il y a des médicaments qui sont allergiques, il y a des allergies, si vous les donnez, voilà, patient. Donc, on arrive à ça, c'est-à-dire quand même, mieux soigner, fluidifier les urgences, sauver des vies. Donc, par rapport à la question du début, c'est quand même un point très important. Ensuite, l'autre point important, en fait, j'ai mis tout à l'heure les pays qui ont commencé en fait le dossier médical, donc en Suisse, etc. Mais à un moment donné, le patient, il tombe pas malade simplement dans un pays. Imaginez, je suis ici, même si le dossier médical existe, je suis à l'étranger, je suis en vacances, j'ai un souci de santé, il faut qu'à l'étranger, il puisse accéder à mon dossier médical. C'est une question des fois de vie ou de mort. Donc, à un moment donné, comme le passeport biométrique, il faudrait en fait un dossier médical partagé, mais mondial, organisé mondialement, pour que les médecins du monde entier puissent y accéder. Parce que les patients ne sont pas forcément dans un seul pays, ils ne tombent pas malades plutôt dans un seul pays. Et là, je terminerai par cette phrase, donc écrite en 1961 par John McCarthy. L'informatique pourra un jour être organisée en service public comme le téléphone est un service public. Vous voyez ce que je vous disais sur l'eau, l'électricité? C'est un service de... En fait, l'informatique, là, peut sous-entendre en fait le cloud, en fait. Donc l'utilitaire informatique pourrait devenir la base d'une nouvelle et importante industrie. Donc ça, on y est déjà. Les plus grosses entreprises du monde, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises informatiques. Et vous voyez, c'était John McCarthy. Donc, je pensais que vous alliez passer après moi et j'allais dire, en plus, ça fait une transition, puisque c'était le principal pionnier de l'intelligence artificielle. Donc, je vais passer avant. Voilà pour moi.